Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 14 juillet 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Fin du suspense pour beaucoup de candidats aux examens du baccalauréat session 2025. En effet, plusieurs jurys ont proclamé leurs résultats depuis hier dimanche et beaucoup l'ont fait ce lundi. Globalement, tout s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, ici, c'est le même avis chez les présidents des jurys et même chez les candidats qui ne cachent pas d'ailleurs leur joie. Reportage Sekina Sadou Gazibo et Abokar Soleil. Devant les tableaux d'affichage ou sur les écrans de téléphone, l'émotion est à son comble. Les résultats du baccalauréat session 2025 sont disponibles. Entre cris de joie, larmes de soulagement ou visage dessus, les émotions sont grandes. Je suis très ému. J'ai travaillé toute l'année. J'ai vraiment bossé. Je suis très ému. Je remercie tout le monde. Je remercie mes parents qui étaient là pour moi, qui m'ont soutenu jusqu'au bout. Ils ont stressé, moi aussi j'ai stressé. Voilà, au final, on a tous eu. Bon, ceux qui sont passés au second groupe, ils doivent persévérer, du courage aussi. Et on est tous ensemble, ils vont réussir, Inch'Allah. Et ceux qui n'ont pas eu le bac, vraiment, l'année prochaine, ça ira. Il ne faut jamais abandonner. Tout est dans la main de Dieu, c'est le plan de Dieu en fait. Je suis admis au second groupe. Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier ceux qui ont investi de près et de loin pour ma réussite, notamment ma maman. L'émotion, c'est une émotion vive, en tout cas. Non, c'est une émotion que j'ai jamais ressentie ça. Même au BPC, c'est même pas comparable à celui du BPC. Non, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Ça mérite le travail qu'on a investi pour ça. Pour mes amis, ceux qui sont admis au second groupe, qu'ils sachent que c'est la dernière ligne droite pour être reconnu comme étudiant de l'université. C'est la dernière ligne droite et c'est un petit virage en tout cas. Quant au président du jury 9, il a salué l'engagement des candidats. Bon, l'examen dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Le déroulement, vraiment, on n'a pas eu d'incident. Tout s'est bien passé. Et ce matin, nous avons procédé à la délibération avec tous les membres du jury. Et ce qui s'est bien passé. Et nous venons de proclamer les résultats à l'instant même que vous venez. L'effectif, nous avons 440 candidats. Nous avons deux séries, la série C et la série D. La série C, il y avait 26 candidats. De façon globale, sur les 440 candidats, nous avons eu un taux de réussite de 20,68% provisoire. Parce qu'en série D, pour premier groupe, nous avons eu 78 admis en premier groupe. Ceux qui seront autorisés à passer le second groupe, ils sont en nombre de 64. En série C, sur les 26, nous avons 13 qui sont passés en premier groupe et 4 qui sont autorisés à passer le second groupe. Et c'est pour cela que je vous ai dit, pour le moment, série C et D confondus, nous avons eu 91 candidats admis et nous avons un taux de 20,68%. Et si on essaie de répartir ça par fille, on a 23,72%. et les garçons 17,78%. Cette session du bac 2025 tourne une page dans la vie de milliers de jeunes Nigériens. Pour certains, l'avenir s'ouvre dès maintenant vers l'université ou d'autres horizons pour des études supérieures. Merci Sekina et félicitations aux candidats admis et du courage à ceux qui n'ont pas eu la chance de décrocher leur diplôme cette année. Direction IFTICA, l'ancien IFTICA, donc l'actuelle École supérieure des sciences de la communication et des métiers ESCOM, qui a débuté aussi les soutenances de fin d'année au titre de l'année 2024-2025. C'est le ministre de la Communication qui a présidé tout ce matin le lancement, le début donc de ces soutenances. Des innovations ont été apportées cette année, comme l'explique le directeur des études de l'ESCOM dans ce reportage signé Nafisa Yahya et Abokar Saleh.
Ils sont au total 52 étudiants du niveau licence, toutes filières confondues, à soutenir leur mémoire de fin de cycle au cours de cette première session des soutenances à l'École supérieure des sciences de communication et des médias, ESCOM. Ces soutenances se déroulent normalement selon le directeur des études. Le directeur général de l'ESCOM, l'École supérieure des sciences de la communication et des médias, a mis en place un comité qui est chargé de l'organisation de ces soutenances. Ce comité, depuis sa mise en place, il s'est chargé quand même de réceptionner les mémoires, de les distribuer auprès des différents membres du jury et aussi de superviser le déroulement de ces soutenances. Il s'agit des soutenances des étudiants de licence pour la première session de l'année 2024-2025. Je dis première session parce que nous organisons chaque fois une deuxième session pour les étudiants qui n'ont pas pu terminer leurs travaux à temps et pour certains étudiants qui ne sont pas à jour vis-à-vis de l'administration. Donc pour cette première session, je disais, sont alignés 52 étudiants de 8 filières. Les 8 filières sont donc le journalisme audiovisuel, le journalisme presse écrite, la production-réalisation, les sciences de l'information documentaire, les technico-artistiques, la technique de maintenance audiovisuelle et informatique, et la communication pour le développement et la communication des entreprises. Donc voilà les 8 filières que nous avons aujourd'hui. Ce que vous allez constater, c'est que les 2 dernières filières que je viens de dire sont des nouvelles filières. C'est la première promotion qui va sortir cette année des spécialistes en communication pour le développement et des spécialistes en communication des entreprises. Pour la bonne marche de ces soutenances, l'ESCOM a apporté quelques réformes du point de vue organisationnel cette année. Cette année, comme vous avez dû sûrement le constater, avant, ce qu'on faisait, on programmait vraiment toutes les filières au même moment, le même jour. C'est-à-dire que le premier jour, vous pouvez trouver des journalistes, des producteurs, des documentaires. Le deuxième jour, la même chose. Donc cette année, nous sommes dit de spécifier les journées. Donc aujourd'hui, vous allez constater qu'il n'y a que des spécialistes de l'information documentaire qui sont programmés. Les 19 étudiants qui vont passer aujourd'hui, tous sont de la même filière et on aura fini avec cette filière. Donc demain, on va commencer avec les journalistes et les communicateurs à qui est dédiée la journée de demain. Donc après-demain, ça sera pour les techniques de maintenance et les communicateurs des entreprises. Donc vous voyez un peu cette nouveauté qui permet effectivement, qui va faciliter, je vais dire, les va-et-vient pendant le déroulement de ces soutenances. Et en plus, nous avons, avec vraiment l'autorisation du directeur général, mis en place un certain nombre de superviseurs sur place dans toutes les salles. Donc, toutes les salles où vous passez, quand même, il y a un membre de l'administration qui est là, soit pour vous guider, soit s'il y a des problèmes avec le jury, il est là quand même pour faciliter la tâche, quoi. À noter que ces soutenances pour l'obtention du diplôme de licence professionnelle au titre de l'année 2024-2025 à l'ESCOM vont durer 3 jours. Rappelons que c'est le ministre de la Communication qui a donné tôt ce matin le coup d'envoi de ces soutenances. Merci Nafissa Yahya et bonne chance à ces étudiants. Grogne des agents de la société de transfert d'argent Zaina. Tôt ce lundi matin, ils se sont retrouvés à la devanture du siège au quartier Plateau pour exprimer leur mécontentement à leurs responsables. Ces agents dénoncent d'ailleurs la situation dans laquelle ils végètent et demandent l'intervention des autorités pour essayer de trouver une solution. Il faut souligner que ces agents accumulent déjà quelques mois d'arriérés de salaire. Précision avec Ismaël Moumouni et Cheb Guissou. Attente infernale des clients au seul guichet encore opérationnel de la société sans satisfaction, des mois d'arrêt des agents. Telle est la situation dans laquelle végète Zaina Transfert d'argent. Une situation qui découle du premier responsable de la société, en témoigne ce délégué à travers ce sitting. Depuis le coup d'État au Niger, le président directeur général de Zaina Transfert a quitté le pays et s'est réfugié à l'étranger. De là-bas, il procède des retraits massifs dans les caisses de l'entreprise, affaiblissant gravement la société et provoquant la fermeture brutale de nombreuses agences.
laissant derrière lui des employés sans salaire et des clients sans recours. Ce qui est encore plus scandaleux, c'est qu'en dépit de son absence, le PDG continue à donner des instructions à distance. Et certains responsables locaux continuent d'exécuter aveuglément ses ordres pour lui plaire, même au prix du sacrifice des employés et des clients. Aujourd'hui, la situation est devenue insoutenable. Plusieurs mois de salaire impayés, des clients incapables de récupérer leur propre argent. Et lorsque des paiements sont possibles, ils sont humiliants. Les clients, même avec leur propre argent, ne peuvent retirer que 50 000 francs par jour, à condition de se lever dès 6 heures du matin pour espérer figurer sur une liste de paiement. En saluant le professionnalisme, l'intégrité et la vigilance dont l'inspection du travail fait preuve face aux tentatives, les délégués des employés et représentants des victimes condamnent avec force la gestion catastrophique et opaque de cette entreprise, la fuite de responsabilité des dirigeants, les tentatives d'intimidation contre ceux qui osent dénoncer et les actes de corruption visant à entraver la justice. Nous appelons solennellement les autorités compétentes à garantir le paiement intégral des droits des employés, rembourser les clients lésés dans le plus bref délai, enquêter sur les pratiques frauduleuses et traduire les responsables devant la justice. Nous demandons également aux responsables locaux de retrouver leur conscience et de ne plus exécuter des ordres qui détruisent des vies au profit d'un dirigeant absent et indifférent. En approchant la direction générale pour avoir leur version des faits, nous sommes heurtés à une porte hermétiquement fermée de la part du directeur. Donc, tout laisserait à croire que la société est sur une corde raide. Merci Ismaël Momoni. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA a tenu, comme vous le savez, sa session le vendredi 11 juillet 2025 à Lomé au Togo. 3 pays membres de cette organisation et qui sont membres de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ont claqué la porte pour exprimer leur désaccord face au refus d'octroyer la présidence de l'Union au Burkina Faso, une décision qui a suscité l'analyse d'Issoufou Kado, pour qui les États de l'AES doivent déjà donc accélérer la création de leur propre monnaie. On l'écoute dans cet extrait avant de le retrouver plus en détail en partie magazine. Je ne suis pas surpris de l'attitude de la Côte d'Ivoire et de la France, parce que c'est eux qu'il faut nommer par rapport à cette attitude. Dès le départ, la création de la Confédération des États du Sahel, dans les textes, c'était prévu qu'ils créent leur propre monnaie. Je ne sais pas si vous me suivez, chaque fois que je participe à des débats ou faire des analyses, nous avons toujours conseillé de faire vite pour créer cette monnaie pour éviter des problèmes. Maintenant, la problématique qui se pose, est-ce qu'en quittant UMOA, les pays membres de la Confédération des États du Sahel, et ce qu'ils vont gagner là, vaudrait-il mieux que ce qu'ils vont perdre? C'est ça la problématique qu'il faut se poser. Moi, dans mon analyse, je trouve qu'ils ont plus à gagner qu'à perdre. Pourquoi? Parce que les Français, particulièrement les Européens, même les Américains, mais presque tout l'Occident n'accepte pas la création. Ils ont pris en mal la création de cette confédération des États du Sahel, parce que pour eux, c'est une sorte de libération des pays africains. C'est une voie qu'on donne aux autres pays de se libérer du joug de ces pays-là qui pillent nos ressources. C'est ça le problème. Maintenant, l'article 11 du statut de l'UMOA dit que la présidence du Conseil des ministres, elle est tournante. La dernière réunion, la deuxième session qui s'est tenue à Lomé, au Togo, le vendredi passé, c'est le tour du Burkina de présider.
La Côte d'Ivoire, semblerait-il, s'est opposée et elle a fait des tractations auprès des autres pays. Il n'y a pas eu de consensus. Et les pays membres de la Confédération des États du Sahel ont préféré quitter la salle, ont boycotté la réunion. Bon, c'est une crise qui est là, qui profile à l'horizon. Moi, à mon avis, ils n'ont qu'à s'assumer. À partir du moment où ils ont pris l'initiative d'être souverains, de créer leur propre monnaie, parce que vous ne pouvez pas être souverain tant que votre monnaie est gérée par une puissance qui est hostile à vous. Donc c'est une occasion pour eux de se préparer pour rapidement mettre en place leur propre monnaie et de prospecter, d'essayer d'exploiter la possibilité de coopérer de manière économique avec les pays des BRICS qui eux déjà ont mis en place une banque d'investissement qui combat l'hégémonie du dollar et de l'euro. Issoufou Kado, l'analyste que vous retrouverez plus en détail sur ce sujet à la fin de ce journal. Puisque nous parlons de l'AES, parlons-en avec le lancement officiel ce lundi matin des activités d'un consortium de journalistes pour la paix et la sécurité dans les pays de l'AES. C'était à travers une déclaration dans laquelle le consortium a fait une analyse sur la situation socio-économique et sécuritaire du pays. Asma Seydou et Soumaïla Abdoulaye nous en disent plus. Analyser la situation socio-politique, économique et sécuritaire du pays, tel est l'objectif visé à travers cette première sortie médiatique du tout nouveau consortium des journalistes pour la paix et la sécurité dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, le CJPS-AES. La création du CJP-AES s'inscrit dans un contexte de basculement historique. Au Niger, depuis la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le 26 juillet 2023, sous la conduite du général d'armée Abdrahmane Tchani et du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, son Excellence Ali Mohamed Lamine Z, le pays a entamé un processus inédit de refondation de l'État. En moins de 2 ans, des avancées significatives ont été réalisées malgré les pressions diplomatiques, les sanctions injustes et les campagnes de désinformation. Le CNSP a su démontrer sa capacité à gouverner, sécuriser le territoire et faire renaître l'espoir dans les cœurs d'un peuple trop longtemps oublié. Parmi les avancées notoires, à mettre du crédit du CNSP, on note restauration de la souveraineté nationale, symbolisée par le départ de certaines forces étrangères, la dénonciation d'accords militaires inéquitables et la réaffirmation du contrôle de... Ces consortiums et journalistes se donnent pour mission et s'engagent à... Dans ce combat pour la souveraineté, les journalistes ont joué et continuent de jouer un rôle crucial face aux campagnes de désinformation, aux récits biaisés imposés par certains médias internationaux et aux pressions multiformes sur les régimes de transition. La presse sahélienne a tenu bon, portée par des femmes et des hommes attachés à la vérité, à l'éthique professionnelle et à l'intérêt supérieur de la nation. Le consortium des journalistes pour la paix et la sécurité dans les pays de l'AES se donne pour mission de fédérer les journalistes des pays de l'AES autour d'un idéal commun de paix, de sécurité et de souveraineté. Promouvoir un journalisme de solutions résolument engagé pour le développement, l'unité nationale et la vérité. Créer un front médiatique sahélien capable de contrer la désinformation et de produire des narratifs authentiques. Par la présente déclaration, nous lançons un appel solennel à l'ensemble des journalistes sahéliens, les organes de presse, les écoles de journalisme, les associations professionnelles et les partenaires techniques et financiers à soutenir cette dynamique de renouveau médiatique afin de bâtir ensemble un journalisme de résistance, de résilience et de reconstruction. L'avenir de nos pays du Sahel ne peut être bâti sans une presse libre, responsable
souveraine. Dans un monde où l'information est devenue une arme, le CJPS-AES a choisi de faire du journalisme un outil de paix, de résistance et de libération collective. Le CJPS-AES entend donc apporter sa contribution à combattre la désinformation dans le contexte de lutte contre les groupes terroristes dans l'espace AES. Merci Asma Ousseydou. Restons dans l'espace AES et avec les journalistes de l'AES. Cette fois-ci, c'est le réseau des journalistes de l'Alliance des États du Sahel, REJAES, qui a animé un point de presse cet après-midi à l'occasion du premier anniversaire de la mise en place de la Confédération de l'AES. C'était dans la salle de réunion du Stade général Séni Kountié. Le REJAES a réaffirmé son engagement à œuvrer pour un travail professionnel pour informer le peuple de l'espace AES. Voyons tout cela avec Boubacar Ibrahim et Sadoumi. Par le présent point de presse, le réseau des journalistes de l'Alliance des États du Sahel REJAES célèbre ainsi le premier anniversaire de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES. Face à la presse, le réseau n'a pas manqué de se montrer satisfait pour la mise en place déjà de certains cadres pour favoriser l'opérationnalisation de l'organisation. Du Mali. Il y a un an, jour pour jour, le peuple souverain du Burkina Faso, du Mali et du Niger assistait avec espoir et détermination à la consécration historique de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES, intervenu lors du sommet fondateur de Niamey, tenu en présence de 3 chefs d'État. C'était exactement le 6 juillet 2024. Cette date mémorable marque sans doute un tournant décisif vers une nouvelle ère de coopération régionale plus responsable, fondée sur la souveraineté, la solidarité et l'émancipation collective. La charte de l'AES, adoptée à l'occasion de cette importante rencontre, trace une voie suffisamment claire, celle de l'unité, du développement endogène, de la sécurité partagée et d'un engagement commun pour le bien-être des populations sahéliennes. L'occasion est aussi saisie pour y affirmer leur attachement aux idéaux portés par les 3 chefs d'État. Le REJAES renouvelle une fois de plus son engagement à promouvoir un journalisme éthique, patriotique et professionnel au service de la vérité et du progrès de nos peuples, conformément aux engagements pris lors du symposium des journalistes pour l'atteinte des objectifs de l'AES tenu à Niamey du 26 au 28 novembre 2024. Participant au point de presse, le président du comité pour l'opérationnalisation de l'AES et conseiller en diplomatie de la présidence, saluant l'engagement du réseau, est aussi revenu sur les objectifs poursuivis. En vous remerciant, j'apprécie également le travail remarquable que vous avez fait en si peu de temps, au pas de charge, comme le rythme qui est requis dans le cadre de la construction de cette confédération. Il vous souviendra que c'est en 10 mois à peine que nous sommes passés de l'Alliance des États du Sahel, qui est une alliance de type militaire, de type défense et sécurité, à la confédération qui élargit le champ de compétences des 3 États. Nous l'avons fait en 10 mois, ce qui est exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, de construire un ensemble géopolitique aussi structuré en si peu de temps. A rappelé enfin qu'ils étaient nombreux, les consoeurs et confrères qui ont pris part à cette sortie médiatique commémorative. Vive la liberté de la presse, tous unis, la patrie ou la mort, nous vaincrons, la lutte continue. Merci Boubacar Ibrahima. Comme annoncé, nous venons à présent à notre partie magazine consacrée à l'interview que nous a accordé l'analyste Issoufou Kado sur la tenue le 11 juillet dernier de la session du l'UMOA
à Lomé, donc au Togo. Une session boycottée par les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Très bonne réception. Au revoir. J'avoue que moi, je ne suis pas surpris de l'attitude de la Côte d'Ivoire et de la France, parce que c'est eux qu'il faut nommer par rapport à cette attitude. Dès le départ, la création de la Confédération des États du Sahel, dans les textes, c'était prévu qu'ils créent leur propre monnaie. Je ne sais pas si vous me suivez, chaque fois que je participe à des débats ou faire des analyses, nous avons toujours conseillé de faire vite pour créer cette monnaie pour éviter des problèmes. Maintenant, la problématique qui se pose, est-ce qu'en quittant UEMOA, les pays membres de la Confédération des États du Sahel, ce qu'ils vont gagner là, vaudrait-il mieux que ce qu'ils vont perdre? C'est ça la problématique qu'il faut se poser. Moi, dans mon analyse, je trouve qu'ils ont plus à gagner qu'à perdre. Pourquoi? Parce que les Français, particulièrement les Européens, même les Américains, mais presque tout l'Occident, n'acceptent pas la création. Ils ont pris en mal la création de cette confédération des États du Sahel, parce que pour eux, c'est une sorte de libération des pays africains. C'est une voie qu'on donne aux autres pays de se libérer du joug de ces pays-là qui pillent nos ressources. C'est ça le problème. Maintenant, l'article 11 du statut de l'UEMOA dit que la présidence du Conseil des ministres, elle est tournante. La dernière réunion, la deuxième session qui s'est tenue à Lomé, au Togo, le vendredi passé, c'est le tour du Burkina de présider. La Côte d'Ivoire, semblerait-il, s'est opposée et elle a fait des tractations auprès des autres pays. Il n'y a pas eu de consensus. Et les pays membres de la Confédération des États du Sahel ont préféré quitter la salle, ont boycotté la réunion. Bon, c'est une crise qui est là, qui profile à l'horizon. Moi, à mon avis, ils n'ont qu'à s'assumer. À partir du moment où ils ont pris l'initiative d'être souverains, de créer leur propre monnaie, parce que vous ne pouvez pas être souverain tant que votre monnaie est gérée par une puissance qui est hostile à vous. Donc c'est une occasion pour eux de se préparer pour rapidement mettre en place leur propre monnaie, d'essayer d'exploiter la possibilité de coopérer de manière économique avec les pays des BRICS qui eux déjà ont mis en place une banque d'investissement qui combat l'hégémonie du dollar et de l'euro. Et cette banque d'investissement, elle regroupe des pays qui sont, et par chance, ces pays-là sont des pays partenaires stratégiques de la Confédération des États du Sahel. C'est la Russie, la Confédération de la Russie. Vous avez la Chine qui est là-dedans, vous avez l'Arabie Saoudite qui est là-dedans, vous avez le Brésil, vous avez l'Afrique du Sud. Beaucoup de pays émergents, des puissances économiques émergentes sont dans les pays des BRICS. Et ces pays des BRICS, ils font la promotion des monnaies locales. C'est-à-dire qu'ils sont en train de combattre l'hégémonie du dollar et de l'euro. Ils commercent entre eux en monnaie locale. Donc en créant notre propre monnaie, nous, Confédération des États du Sahel, nous allons faire la promotion de notre monnaie puisqu'on a des choses à vendre. Quand vous créez une monnaie, plus vous vendez, plus vous prospérez. Quand on va vendre les produits de nos matières premières, l'uranium, le pétrole, l'or, puisqu'on a créé des sociétés qui vont exploiter et commercialiser sur le plan international, on peut demander à ces pays d'acheter nos matières premières à notre propre monnaie qu'on vient de créer. Et ça permet à la monnaie de prospérer. Ils seront obligés d'aller sur le marché financier et chercher à acheter notre monnaie qui est une monnaie nouvelle. En l'achetant, ils lui donnent la valeur. Et elle risque même de dépasser le CFA. C'est-à-dire qu'il y a des économistes qui veulent apeurer les pays, les dirigeants de la Confédération, pour dire que si on sort, il y aura des... Quel problème? En restant, c'est en ce moment qu'on va avoir des problèmes, parce qu'ils vont manœuvrer pour faire couler nos économies. Actuellement, notre secteur bancaire a des problèmes. Ce n'est pas normal. À partir du moment où le statut de la BCEAO dit un pays membre peut émettre des titres publics sur le marché régional de l'UEMOA et avoir de l'argent. Avant le coup d'État, quand le Niger émet des titres publics, on a jusqu'à 120%, 100%.
Petit à petit, en 2023, on arrivait à avoir 80, souvent 100%. Maintenant, ils ont changé de stratégie. Ils sont en train de manœuvrer au niveau du système bancaire de la Banque centrale. Maintenant, même les banques qui nous facilitent les choses ont été sanctionnées, si vous avez suivi. La Sony Bank et certaines banques de la place ont été sanctionnées. C'est ce qui fait que maintenant, même si le Trésor envoie les états de paiement des salaires ou des pensions, si ce n'est pas accompagné d'un avis de crédit de couverture, les banques ne peuvent pas payer parce qu'elles ont peur d'être sanctionnées. Donc vous voyez, c'est-à-dire en restant dans le système, c'est nous-mêmes qui leur donnons l'occasion de nous tirer dessus. C'est stratégique, tout ça là, ils sont en train de nous miroiter. On dit qu'on est à 7,50% de la croissance. Avec le régime dessus, c'était 11,50%. C'était une croissance à 2 chiffres. Mais est-ce que cette croissance a un impact sur le niveau de vie du Nigérien? Non. C'est de l'argent qui vient de l'extérieur qui a été investi par les grandes puissances dans leur propre intérêt pour exploiter notre pétrole. Et malheureusement aussi dans l'exportation de ces pétroles, ils sont en train de nous mélanger avec les Chinois. Heureusement, il me semble qu'il y a un consensus qui est trouvé maintenant entre la Chine et nous. Ils cherchent à créer des problèmes entre les Chinois et nous pour nous empêcher de profiter de ça. Donc moi je pense, l'analyse que je fais, c'est que les pays membres de la Confédération des États du Sahel ont intérêt à se préparer, puisque d'après le statut de l'UMOA, je crois, c'est 190 jours. Vous notifiez à votre partenaire de votre sortie, vous avez 190 jours pour que la sortie soit effective, qu'ils prennent des dispositions pour éviter d'être humiliés. Apparemment, les Français pensent parce qu'on a des crédits qu'on a contractés dans le marché régional de l'UMOA, ils peuvent nous retenir. Non. C'est qu'on dispose dans le trésor français en matière de l'or, dans le compte des opérations, les précomptes de 65% qu'ils font dans nos recettes là. Ils disent que c'est pour garantir la continuité. Ça dépasse de loin les crédits qu'on nous a accordés dans le marché régional de l'UMOA. Il va falloir... Moi, je pense qu'il faut créer la monnaie. À partir des richesses que nous avons dans le sous-sol, essayer de négocier avec les capitaux extérieurs, les détenteurs de capitaux, les pays émergents là, qu'ils investissent dans notre monnaie, on crée notre banque. Maintenant, le procès avec eux pour nous rembourser nos 65% retenus qui sont logés dans les comptes d'opération et notre or qui est là-bas, on peut parallèlement à la création de la monnaie, intenter un procès. Récemment, il y a un pays de l'Afrique de l'Est qui vient de créer sa monnaie à partir de son or et ça marche. Ce n'est plus comme avant où on peut saboter la création d'une monnaie. Maintenant, le monde est devenu multipolaire. Nous avons des partenaires stratégiques qui sont émergents. Des pays comme la Russie, la Chine, le Pakistan, l'Inde, la Turquie sont avec nous. On ne devrait pas hésiter, puisqu'on a déjà, comme dit le président Tchani, il dit qu'il a giflé plus de 100 diables ou quoi. À partir du moment où vous avez giflé 100 diables, il faut vous assumer. Il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas à hésiter, dire qu'on va négocier. Ils ont commencé à montrer leurs intentions vis-à-vis de nos pays. Ils veulent saboter, coûte que coûte, notre économie. Toute cette récession que vous voyez, les semblants de reprise des relations avec l'Union européenne, la Banque mondiale et le F, tout ça, c'est des stratagèmes pour, comme on dit en Hausa, shigo ba zurhi. Quand tu vas rentrer, on te laisse t'enfoncer. C'est-à-dire, viens rentrer dans la rivière, elle n'est pas profonde. C'est quand tu vas rentrer, tu vas trouver qu'elle est profonde. Il faut que nos chefs d'État fassent attention. Ils ne peuvent pas utiliser certains économistes fomentés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour sortir de cette crise-là. Il va falloir qu'ils s'accommodent des économistes convaincus par la refondation qu'ils sont en train de prôner des 3 républiques. Sinon, ça sera un échec.